Ce mercredi, je voudrais, avec votre permission, démarrer cette émission en commençant par dire merci à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Votre fidélité au groupe FIM et vos exigences nous ont poussés à donner le meilleur de nous pour vous satisfaire dans l'accomplissement de ce devoir. Et sans arrière-pensée, FIM Guinée a eu le prix de la meilleure entreprise de presse espoir à la 12e édition du gala des 50 entreprises les plus performantes de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest en 2021. Et c'est en partie grâce à vous. Merci à tous et bienvenue dans Nord-Sud avec pour invité prestige Dr Vincent Martin, coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée. Coincé dans les embouteillages, il sera là d'un moment à l'autre avec moi dans ce studio. Monsieur Cabinet Fofana ou Komara? Plutôt Fofana. D'accord, bienvenue. Merci. Alors, avec notre invité, nous parlerons du SNU ou l'ONU, de ses objectifs, ses domaines d'intervention, mais aussi et surtout du partenariat entre la Guinée et l'organisation. Et comme toujours, je reçois dans ce studio Mariam Ba pour le journal de la diplomatie. Mariam, bonjour et bienvenue. Bonjour Asafou, bonjour à tous. Transition en Guinée, des délégations des États-Unis, de l'Union africaine et de la Mano River Union reçues la semaine dernière par le ministre de la Diplomatie. Et oui, Asafou, la Guinée est au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Les États-Unis, l'Union africaine et le réseau Mano River Union ont envoyé la semaine dernière des émissaires à Conakry pour s'entretenir avec les autorités sur l'évolution de la transition. S'ils notent des avancées positives, ils exigent tout de même la publication d'un calendrier réaliste de la transition, notamment sa durée et une date butoir pour l'organisation des élections. Et le ministre des Affaires étrangères Maurice Sanda Kouyaté était récemment à Dakar où s'est tenu le 8e forum sur la coopération sino-africaine. Santé, infrastructures, échanges commerciaux sont les thématiques abordées durant 48 heures la semaine dernière lors du 8e forum sur la coopération sino-africaine organisé à Dakar, la capitale sénégalaise. La priorité étant pour les participants de protéger les populations contre le Covid-19, la Chine s'est engagée à offrir 1 milliard de vaccins au continent africain. À marge des travaux de ce forum, le ministre guinéen de la coopération internationale s'est entretenu avec son homologue chinois qui a annoncé une aide de 8 millions de dollars pour accompagner la transition guinéenne. Et puis ouverture ce lundi 6 décembre de la 7e édition du Forum de Dakar pour la paix et la sécurité. Eh bien, et c'est tout, c'est un rendez-vous qui a réuni de nombreux acteurs politiques et institutionnels issus du monde humanitaire et de la recherche, des présidents du Sénégal Macky Sall, d'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, du Niger Mohamed Bazoum et de Guinée-Bissau Oumarou Sissoko Embalo étaient présents au menu des échanges des questions de terrorisme, de cybersécurité, de développement, de santé, notamment de Covid-19. Le président sénégalais a également appelé à s'interroger sur les opérations de maintien de la paix sur le continent, opération qui engage 75 000 soldats, mais dont les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. De l'autre côté, un accord de coopération énergétique conclu entre Brazzaville et Kinshasa. Bien que disposant d'un grand potentiel énergétique, Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales séparées juste par le fleuve Congo, connaissent de sérieux problèmes d'approvisionnement en électricité. Pour tenter d'y remédier, elles ont signé lundi en terre brazzavilloise un accord de coopération énergétique qui vise à concrétiser le projet dénommé Boucle de l'amitié énergétique, conclu pour une durée indéterminée et devra faire l'objet d'une évaluation tous les 5 ans, mais aucune indication n'a été donnée sur le coût ou le financement du projet. Dans une déclaration conjointe, des présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi ont invité les autres pays de la sous-région à se joindre à ce projet intégrateur. Statu quo à l'ONU, les ambassadeurs des anciens régimes de la Birmanie et de l'Afghanistan gardent leur siège. Et oui, depuis le mois de septembre, les régimes des généraux en Birmanie et les talibans en Afghanistan demandent que de nombreux ambassadeurs les représentent au siège de l'ONU à New York. Mais la communauté internationale continue à traîner les pieds. Lundi 6 décembre, les pays membres ont décidé par consensus de ne pas encore trancher et continuer à attendre avant de se décider. Et pour terminer, l'UE se dit prête à de nouvelles sanctions contre la Russie en cas d'agression contre l'Ukraine.
Et oui, l'Union européenne est prête à adopter des sanctions supplémentaires contre la Russie en cas de nouvelle agression contre l'Ukraine, a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'UE répondra de manière appropriée à toute nouvelle agression, y compris les violations de droit international. Cette réponse prendra la forme d'un renforcement et d'une extension solide des régimes de sanctions existants. Et en plus de cela, nous sommes prêts à prendre des mesures restrictives supplémentaires, a-t-elle affirmé dans une déclaration faite en visioconférence aux ambassadeurs des pays de l'UE. Mariamba, merci pour ces détails. Nous vous laissons vous retirer à la semaine prochaine dans Nord-Sud. Inch'Allah. Alors, cabinet, la semaine dernière, en attendant l'arrivée de notre invité, la Guinée a reçu la visite de Michael Gonzalez, sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis, des émissaires de l'Union européenne, du réseau Manoriva Union. Très rapidement, quels commentaires faites-vous de cette actualité ? Oui, ça prouve premièrement que la Guinée intéresse, la transition guinéenne intéresse la communauté internationale, que nous ne sommes pas laissés de côté, que ce soit les Nations Unies, que ce soit les États-Unis ou la Mano River Union et d'autres structures, l'Union africaine, tous viennent au chevet de la Guinée pour savoir effectivement ce qui se passe. Essentiellement, c'est de savoir on en est où avec la transition, apprécier un peu l'évolution de la transition politique. Et je pense que l'un des enseignements premiers, c'est que toutes ces institutions sont unanimes sur la nécessité d'avoir une idée sur la suite de la transition, essentiellement sur le chronogramme de la transition et la mise en place effective des institutions devant donc conduire la transition. Il reste aujourd'hui à mettre en place le CNT, donc l'Assemblée nationale provisoire, et rapidement situer les uns les autres sur la durée de la transition et surtout sur le chronogramme. Donc on comprend que c'est à la fois des visites d'amitié, mais c'est aussi une sorte de pression qu'on met sur la junte. Et au vu de tout ce qui se passe et des multiples échanges entre les autorités en place et les partenaires extérieurs, est-ce qu'on peut se réjouir? C'est peut-être finalement une solidarité internationale qui se construit autour du gouvernement en place. En fait, je pense qu'il y a parfois, on fait une erreur de penser que même qu'en régime exceptionnel, que la communauté internationale, elle est absente. Non, elle est toujours là. Et la preuve en est que elles ont toutes, disons, les institutions là, et les pays ont tous leur représentation diplomatique. L'Union africaine est représentée en Guinée, la CEDEAO pareillement. Vous avez aussi au niveau des pays, chaque pays qui constitue par exemple la CEDEAO ou l'Union africaine, la plupart de ces pays sont représentés au niveau de la Guinée. Donc c'est pas comme si on quittait la Guinée du fait du régime exceptionnel. Donc ils y restent, ils continuent à échanger, à donc travailler à la maturation donc de la transition, disons, à accompagner la transition. Donc, c'est à la fois une solidarité, si on peut l'exprimer ainsi, qui continue, qui ne s'estompe pas, quand bien même qu'on est dans un régime d'exception. Une solidarité à prendre avec des pincettes. Quand on sait que le mot d'ordre ou le message, disons, le plus prêché par le partenaire reste la gestion et la durée de la transition, c'est qui n'est pas encore défini par le gouvernement en place. Est-ce qu'il y a risque d'assister à une interruption de partenariat, disons entre guillemets, entre ces partenaires et le gouvernement en place? Non, mais on sait essentiellement que la CEDEAO, par exemple, exige de la junte, donc du pouvoir en Guinée, pouvoir de Conakry, de mettre en place, disons, les institutions, notamment le CNT, mais aussi de se prononcer sur la durée de la transition. La CEDEAO exige carrément une transition qui n'excéderait pas les 6 mois. Donc, il y a bien lieu aujourd'hui de savoir essentiellement qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, au-delà de la CEDEAO, vous avez tous les autres États.
du fait donc du principe de subsidiarité dont on a essentiellement parlé dans cette émission, il y a bien lieu de savoir que toutes ces instances-là, tous ces pays-là ont aujourd'hui envie d'avoir une visibilité sur la transition en vue donc de savoir effectivement quel devra être le modèle de coopération, le modèle d'accompagnement de la transition. D'accord. Notre invité qui nous rejoint finalement dans ce studio, Dr Vincent Martin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée. Alors, nous allons attaquer le thème du jour. Dites-nous d'abord pourquoi et comment l'ONU a été créée. Alors, l'ONU a été créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec pour vocation d'assurer, après ces plusieurs années de guerre, et ces 2 guerres qui se sont succédées, la vocation de ne plus revoir ça, jamais, et d'assurer la paix au niveau mondial. Donc c'est vraiment sur cette base-là que l'ONU a été créée. D'accord. En parlant justement des opérations de maintien de la paix de l'ONU, qu'est-ce qui explique le grand intérêt des Nations Unies dans la sécurité internationale ? Alors tout simplement justement sur la base de sa création, sur la charte des Nations Unies qui a été créée justement pour assurer la paix au niveau international et pour éviter que les guerres ne se reproduisent. D'où évidemment un intérêt tout particulier par rapport à ça et un système de gouvernance avec le Conseil de sécurité qui est là justement pour adresser tous les grands problèmes d'insécurité au niveau mondial. Et justement, sauf qu'à l'heure actuelle, la paix mondiale est encore menacée avec les changements climatiques, la famine, la crise sanitaire, sans oublier le terrorisme. Finalement, l'on se demande à quoi sert l'ONU, si elle est peut-être utile en géopolitique au XXIe siècle. Votre réaction, cabinet ? Non, l'ONU sert essentiellement à grand-chose. Vous avez aujourd'hui d'autres formes de menaces de la paix, parce qu'il y a en gros ce qu'on peut appeler un peu les menaces matérielles, et puis vous avez les menaces matérielles directes et d'autres menaces qui sont indirectes. La famine constitue une sorte de menace à la paix, et le terrorisme, et puis vous avez aujourd'hui un autre facteur qui soit le réchauffement climatique et tout ce qu'on peut savoir de ses corollaires. Je pense que aussi bien le système des Nations Unies que d'autres institutions travaillent à cela. Il y a aujourd'hui la Banque mondiale de l'eau qui a été mise en place, parce que l'eau par exemple constitue un bien important qui peut donc être à la base de menaces de la paix. Donc je pense que aussi bien sur les formes connues de menaces de la paix que les nouvelles formes, l'ONU, le système des Nations Unies travaille cela, parce qu'il faut quand même dire que il y a des mécanismes, docteur Martin s'y connaît mieux que moi là-dessus, et des mécanismes qui existent donc pour prévenir, mais aussi pour empêcher que les gens se permettent des campagnes ou des menaces à la paix. Le Conseil de sécurité des Nations Unies existe de ce fait, parce qu'on sait que les pays qui le constituent ont un pouvoir de force important, et il arrive du fait de l'existence de cette force-là, que des gens ne se permettent pas des impairs à la paix. D'accord. C'est connu de tous que l'ONU est créée après la Seconde Guerre mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin d'arrêter les guerres entre pays et de fournir une plateforme de dialogue. L'organisation coopère avec presque tous les États, notamment la Guinée. Ici, par exemple, dites-nous concrètement, cette coopération date de quand et quels sont vos domaines d'intervention en Guinée ? Alors c'est une coopération qui est de très longue date, je dois dire. Avant même d'avoir des agences de l'ONU ici en Guinée, je voudrais juste souligner que la Guinée avait a commencé à jouer un rôle important au sein de l'ONU dès son indépendance, dès 1958. Et pour ça, je voudrais mentionner quand même quelque chose qui est historique, qui est la présence de Jeanne Martin Cissé, qui a été ambassadrice auprès de l'ONU
dans les années 72 et qui était la première présidente du Conseil de sécurité. Donc je pense que ça montre l'importance de la Guinée aussi au sein du système des Nations Unies. Ici en Guinée, donc le système des Nations Unies est organisé autour d'une coordination que je représente et d'un certain nombre d'agences. Il y en a 24 en tout, 24 agences spécialisées. C'est ça qui est important à retenir. D'accord, vous aurez tout à l'heure l'occasion de revenir plus en détail. Communauté Film, c'est la pause pour nos obligations commerciales et la page info assurée ce mercredi par Mamadou Boy Diallo. En attendant, continuez à réagir sur notre page Facebook. Ça sera un plaisir de vous lire juste après la pause. De retour dans ce studio A de Film FM pour parler diplomatie et coopération avec cabinet Fofana. Et notre invité du jour, Dr Vincent Martin, coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée. Alors, juste avant la pause, docteur, vous nous parliez des domaines d'intervention de votre institution. Oui, vous avez justement le temps pour aller plus en détail. Très bien, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, nous avons 24 agences spécialisées du système des Nations Unies qui opèrent ici en Guinée, 18 qui sont résidentes, c'est-à-dire 18 agences qui véritablement ont leur siège ici. Et on a un prête assez forte donc dans le travail qui est fait par les Nations Unies en Guinée. 18, ça veut dire 18 qui travaillent dans le domaine de la nutrition, de l'éducation, de l'enfance, des migrations, de la santé, de l'agriculture, j'en passe. Donc comme vous le voyez, nous couvrons tous les domaines possibles nécessaires pour le soutien au développement socio-économique de la Guinée. Ce qui voudrait dire que vous n'agissez pas directement, vous passez forcément par les agences, c'est ça ? L'ONU est constituée des agences. Donc quand je parle des agences spécialisées des Nations Unies, c'est l'ONU. Je parle de vous exactement, en Guinée. Oui, l'ONU, les Nations Unies en Guinée, c'est une coordination. J'assure la coordination de ces 18 agences basées ici en Guinée, agences qui sont toutes des représentations de l'ONU, avec des domaines spécifiques d'intervention, santé, éducation, etc. Donc ça représente l'ONU. Donc nous travaillons dans toutes ces dimensions-là. Est-ce que vous voulez avoir peut-être des détails sur nos programmes, sur ce que nous faisons ? Justement, oui. Tout à fait. Donc, comme le temps nous est compté, je vais aller sur quelques domaines principaux. Tout d'abord, nous agissons à la fois sur les stratégies, sur les politiques. Donc nous aidons les autorités nationales à développer des stratégies, des politiques d'éducation, de santé, etc. Mais nous allons aussi sur le terrain pour mettre en place des projets, qui peuvent être des projets sur la sécurité alimentaire, sur la nutrition des enfants, à travers les cantines scolaires par exemple, des choses très très concrètes. Entre cet espace stratégique et de projets de terrain, nous faisons beaucoup de coordination avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec les ONG qui sont présentes ici en Guinée. Je vais vous donner 2 exemples spécifiques d'intervention pour pouvoir illustrer ce que font les Nations Unies ici. D'abord sur le domaine du développement socio-économique. Je voudrais mentionner 3 initiatives que je trouve particulièrement pertinentes et qui sont liées à l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. La première s'appelle Integra, et donc c'est un programme qui est financé par l'Union européenne, qui est mis en place par différents partenaires, y compris les Nations Unies, pour permettre l'intégration socio-économique des jeunes. C'est-à-dire un jeune qui a un projet, qui veut lancer un projet d'agriculture, d'artisanat, etc. Parfois ne sait pas comment lancer ce projet, comment le commencer. Ce projet Integra, et notamment à travers notre Centre international du commerce des Nations Unies, ITC, va aider le jeune à trouver des financements, à trouver la formation adéquate pour pouvoir lancer son projet. Nous avons un autre projet qui s'appelle Youth Connect, qui est un projet qui a été lancé en 2012 au Rwanda et qui s'est généralisé au continent africain en 2017, et qui est un projet vraiment d'entrepreneuriat pour les jeunes qui sont aussi porteurs d'initiatives, qui sont créatifs, qui veulent réaliser aussi leurs projets, ils ne savent pas comment faire. Donc on les met en contact avec des mentors, avec des financements possibles, etc., des sources de formation pour qu'eux-mêmes puissent lancer leurs projets. Et enfin, le dernier que je voulais mentionner, il s'appelle le projet Phoniqué, et ce sont les entrepreneurs sociaux pour la paix. Donc ce sont des projets que nous avons mis en place. Qui n'ont rien à voir avec Phoniqué Mengue. Non,
qui n'ont rien à voir avec Monique Mengue, mais qui D'accord. sont donc on les appelle les entrepreneurs sociaux de la paix. On a mis en place ces projets à travers un financement du Fonds de consolidation de la paix et qui permet donc à des jeunes aussi. Alors dans les provinces, on a des projets à différents endroits. J'en ai visité certains à Nziré-Koré, à Cancan, etc. Où des jeunes entrepreneurs dans des zones reculées souhaitent mettre en place à faire partie de chaînes de valeur, du riz, de l'ananas, de différentes choses, ou de travailler dans l'élevage par exemple. Et on les incube, comme on dit aujourd'hui. Donc ils ont accès à de la formation, à des personnes, des entrepreneurs qui eux-mêmes sont passés par là et vont les accompagner. Donc ça c'est un premier grand domaine d'action que nous avons. D'accord. Pour enchérir vos arguments, nous ouvrons la rubrique Nord-Sud Impact et nous donnons la parole à Dame Suzanne Kourouma, membre du Conseil local des jeunes de Nziré-Koré. Bonjour, Madame Suzanne. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue dans Nord-Sud. Oui. Alors, vous êtes un partenaire du système des Nations Unies. Très rapidement, que devons-nous retenir de votre collaboration? Vous dites? Vous nous recevez? Oui, mais élevez un peu la voix. Vous êtes un partenaire du système des Nations Unies en Guinée. Oui, oui. Vous avez eu certainement à collaborer. Oui. Voilà. Dites-nous très rapidement ce que nous devons retenir de manière résumée de votre collaboration. Ok. D'abord, je vais commencer à me présenter. Moi, c'est Kourouma Suzanne, D'accord. diplômée en sociologie. Je suis membre du Conseil local des jeunes de Nziré-Koré. Nous avions eu à collaborer avec les Nations Unies avec un projet d'appui à la participation des jeunes hommes et femmes à la gouvernance dans les 20 communes les plus conflictuogènes de la Guinée. Signé en date du 21 novembre 2018 sur le financement du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Et quel a été l'impact de l'appui du SNU sur le quotidien des communautés riveraines? Ok. Pendant l'activité, nous avons eu quelques impacts positifs. Nous avons aujourd'hui la participation à des sections à la mairie. Nous avions eu accès avant, on n'avait vraiment pas l'accès à la mairie, mais dès après le projet, on a eu quand même l'accès. Et lorsqu'on voit aujourd'hui un problème qui monte dans la communauté, nous avons la voix au chapitre de faire recours vite à la mairie de prendre les dispositions. Nous avons aussi l'accès au dépôt des dossiers lorsqu'il y a un appel d'offres et des institutions ou bien ONG. Nous avions eu aussi comme impact négatif. Bon, il n'y a pas eu de budget de fonctionnement pendant le projet. D'accord. En attendant de joindre un autre partenaire, docteur, c'est clair que vous intervenez, vous appuyez les communautés à la base dans la gestion des conflits. Justement, en parlant de gestion des conflits, et puisque vous êtes là depuis un bon moment, qu'est-ce que le SNU a fait dans l'organisation, le suivi des élections en Guinée? Alors justement, à travers ce fameux fonds de consolidation de la paix qui nous a permis de financer le projet dont parle la dame sur les conseils locaux de la jeunesse, nous avons eu des activités avant les élections, pendant les élections et après. Certaines de ces activités avaient pour but justement de prévenir les conflits en permettant aux jeunes, aux femmes, d'intervenir, d'être partie prenante du dialogue politique et de faire entendre leur voix. Nous nous sommes rendus compte que, en grande partie, les problèmes de conflit et d'instrumentalisation des jeunes venaient du fait qu'ils n'avaient pas voix au chapitre, qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer librement et qu'ils étaient facilement instrumentalisés. En leur donnant un cadre, une structure dans laquelle ils peuvent dialoguer, ils peuvent être en contact avec les autorités locales ou nationales, ça a réduit les tensions et eux-mêmes étaient acteurs du changement et acteurs de la paix. Donc ce projet, les conseils locaux de la jeunesse ont été extrêmement importants pour cela. Nous avions aussi un projet similaire avec les femmes leaders communautaires. J'en ai visité certains ici même dans la zone de Conakry, où les femmes justement étaient là pour trouver des solutions aux petits soucis qu'ils avaient au niveau du quotidien, les porter à l'attention des autorités locales, trouver des solutions et réduire les tensions.
Et de ce fait-là, ça a beaucoup aidé. C'est juste une action parmi tant d'autres. On a beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui était les discours haineux. Vous savez, à travers les médias sociaux, on ne maîtrise pas toujours tout ce qui est dit sur les médias sociaux. Et donc, on a fait un travail avec les médias, justement, pour informer sur la façon de communiquer et faire en sorte aussi d'expliquer aux jeunes comment utiliser les réseaux sociaux. Alors, à l'entame de cette émission, j'abordais le sujet avec Cabinet Komara. Depuis la gestion et la durée de la transition monopolise la parole depuis le 5 septembre dernier. Vous avez eu des entretiens avec les autorités en place. De manière plus explicite, de quoi est-ce qu'il a été question et quel est vraiment le rôle que jouent les Nations Unies dans le contexte de la transition guinéenne? Alors, donc évidemment, depuis le 5 septembre, nous avons eu des contacts avec le CNRD et puis ensuite avec le gouvernement en formation, le Premier ministre, les ministres maintenant qui ont été nommés. Nous, vous savez, notre rôle est toujours le même, c'est pour être auprès des populations, pour faire en sorte que les populations ne tombent pas plus dans la pauvreté, puissent avoir accès aux services sociaux de base, puissent avoir accès à une alimentation nutritive et correcte. Donc nos actions ne sont pas arrêtées du jour au lendemain, bien au contraire, elles sont là pour permettre à la transition de se passer de façon la plus apaisée, paisible et en faveur notamment des Guinéennes et des Guinéens. Donc voilà, nos discussions ont tourné autour de quelle était la vision de ces nouvelles autorités, quel était leur programme, quelles étaient leurs ambitions par rapport à cette transition. Et à partir de là, nous pouvons nous adapter et mettre en œuvre toute l'offre d'expertise dont je vous ai parlé, ces 18 agences, ces 900 personnes du système des Nations Unies, ces experts que l'on peut mobiliser à travers le monde, voir comment, en fonction de cette vision qui a été déclinée, comment nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice pour faire en sorte que cette transition soit le plus réussie possible. Nous avons besoin de l'avis d'un politologue, Cabinet. Dites-nous concrètement du 5 septembre jusqu'à nos jours, quelle lecture faites-vous de l'appui apporté par les Nations Unies dans le contexte de la transition en Guinée et quelle devrait être sa position vis-à-vis des autorités en place? Je disais tantôt que la coopération internationale ne s'arrête pas, même quand c'est sous une transition ou sous un régime d'exception, comme l'a dit Dr Martin, il continue à travailler parce que les actions se rapportent plus aux populations. C'est dans le cadre du développement, dans le cadre de développement social, mais aussi économique. Et vous voyez, par exemple, un projet qui se rapporte à mettre en place des comités d'écoute pour permettre aux jeunes de s'exprimer, ce sont des actions dont l'impact est palpable et ça se rapporte plus à la population qu'à autre chose. Et je pense que ce soit dans une transition ou dans un régime régulier, toutes les autorités travaillent à cela et je pense que ce que devrait peut-être être aussi l'apport du système des Nations Unies, c'est le conseil. C'est l'accompagnement de ces autorités-là et je crois qu'il a tout à l'heure dit qu'ils ont compris un peu leur vision et cette vision se rapporte essentiellement à aider la population à se développer, à sortir un peu de la pauvreté via un peu le système des Nations Unies parce que le système des Nations Unies c'est quand même plusieurs entités. Aujourd'hui il y a la question relative par exemple à l'enfance, donc l'UNICEF qui va être essentiellement travailler là-dessus. Vous avez la question relative à l'immigration et toutes ces possibilités-là. On a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont très talentueux. Moi, le samedi dernier, j'étais à une fête où j'ai vu des jeunes de 18 ans, de 17-18 ans faire des choses extraordinaires. Je pense que ceux-ci ont besoin d'accompagnement un peu dans le cadre d'un projet comme Integra. Ouais. Merci pour la recommandation. Docteur Martin, pour la réalisation de l'agenda 2030 de développement durable, si je ne me trompe, le secrétaire général de l'ONU a proposé d'opérer des changements dans le système de développement des nations. Alors, qui mieux que vous pour nous parler de ces réformes et de leur mise en œuvre en Guinée? Merci beaucoup. Oui, en fait, je suis arrivé ici avec la mission de mettre en place cette réforme.
Réforme qui a véritablement démarré concrètement au 1er janvier 2019. Elle est pensée depuis plusieurs années. C'est la réforme la plus importante des Nations Unies qui a jamais été mise en place, avec beaucoup de courage par notre secrétaire général Antonio Guterres. Et donc, moi, en tant que représentant du secrétaire général, je suis là pour essayer de représenter cette réforme et la mettre en place. Si je pouvais vous donner 4 mots pour la définir, cette réforme, le premier, ce serait synergie. C'est-à-dire que dans le cadre de cette réforme, l'idée c'est de travailler 18 agences, ou 24 si on prend celles qui ne sont pas en Guinée. C'est beaucoup de staff, beaucoup de personnel, beaucoup d'expertise. Il faut qu'on ait un agenda commun, il faut que l'on travaille de façon synergique par cluster d'agences qui travaillent sur les mêmes questions. Il y a beaucoup de questions qui sont transversales. Donc la synergie et les projets conjoints, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'inclusivité. C'est se poser la question, qui n'est pas autour de la table quand nous faisons nos discussions, quand nous parlons de développement socio-économique, avons-nous oublié des personnes? Et ça, c'est dans l'esprit en anglais, on dit « leaving no one behind », ne laisser personne de côté. Et donc, dans toutes nos réflexions, dans toutes nos stratégies, on parle à tous les groupes socio-économiques, on parle aux personnes les plus vulnérables, on parle aux personnes avec handicap, on parle aux jeunes, aux femmes, ceux qui n'ont pas toujours accès ou voix au chapitre. Donc ça, c'est l'inclusivité qui est importante. Le troisième, c'est les partenariats. Partenariats, c'est extrêmement important d'avoir des partenariats larges et on a un très grand rôle à jouer en termes de coordination, y compris pendant cette période de transition. Coordination du système des Nations Unies, mais aussi coordination avec tous les partenaires techniques et financiers ici en Guinée. Et enfin, perspective, ce sera mon dernier mot. Perspective dans le sens de faire des analyses fines des situations, de ne pas se contenter uniquement d'observer la situation, mais de dire qu'est-ce que cela signifie en termes politiques, économiques, sociaux, et comment est-ce que l'on peut adapter notre offre de services par rapport à des analyses qui doivent être beaucoup plus fines qu'elles n'étaient dans le passé. Si vous me permettez un dernier point. Allez-y. L'idée est aussi d'avoir une vision qui dépasse les frontières d'un pays, ici de la Guinée. On a de plus en plus de projets transfrontaliers qui sont mis en place, puisque ce qui se passe en Guinée ou ce qui se passe au Mali peut avoir des répercussions en Guinée, ce qui se passe en Guinée peut avoir des répercussions en Sierra Leone. Donc c'est important de prendre cette dimension régionale en compte. Autrefois, nos programmes du système des Nations Unies étaient essentiellement basés sur des programmes nationaux. Aujourd'hui, on a de plus en plus de programmes transfrontaliers. Aujourd'hui, en ce moment, avec la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, bientôt avec le Mali. Je pense que dans ce domaine, les questions environnementales seront les priorités. Questions environnementales, questions sécuritaires, questions de conflits aussi. D'accord. Alors, dans la rubrique Parole à la diaspora, nous recevons M. Nankouman Keïta, Guinéen résident en Chine. Monsieur Keïta, bonjour et bienvenue. Allô, Monsieur Keïta? Oui, bonsoir madame. Bienvenue dans Nord-Sud. Merci. Alors, très rapidement, vous avez la parole. Nous vous écoutons pour votre cri de cœur qui porte sur le retard accusé dans la délivrance des passeports biométriques aux Guinéens de la Chine. Oui, justement, il y a un problème à ce niveau. Et jusqu'à présent, des demandeurs de passeport, tout le monde n'a pas encore reçu leur passeport. Mais ce qui est un peu déplorable, surtout nous les étudiants, depuis l'avènement du coronavirus en Chine ici, la Chine est fermée. Vous pouvez sortir, mais vous ne pouvez pas rentrer. Donc, il y a beaucoup d'universités qui donnent des opportunités, surtout des étudiants qui brillent au sein de leurs universités. Soit, si vous avez fini votre master, on vous dit, l'université vous propose de faire le doctorat. Et je connais pas mal de mes amis qui ont eu des difficultés. L'université vraiment veut les aider puisqu'ils peuvent faire leur doctorat. Mais leur situation, ils n'ont pas de passeport. Quand tu dis ça à un Chinois que tu ne peux pas faire ton passeport dans votre ambassade ici, c'est pas vrai. Donc, vraiment, nous demandons à les autorités de voir ça pour accélérer un peu. Non, mais attention, il y a une opération qui a été mise en place par les autorités pour l'acheminement des passeports. Peut-être que votre pays n'est pas encore touché. Mais madame, prenons le cas de tout petit pays, le petit pays je m'excuse du terme, de la Guinée-Bissau.
Vous partez dans votre ambassade, vous faites vous ne vous déplacez même pas. Il suffit de vous envoyer de faire des empreintes et vous envoyer à votre ambassade. 2 ou 3 jours, vous avez votre passeport, c'est purement biométrique. Le même cas du Niger. Et vraiment, c'est dire qu'on peut accuser de 3 mois, 4 mois sans recevoir. Il y a des amis, quand vous partez à l'immigration, ils vous donnent des papiers, vous faites le dépôt, 2 semaines, ils vous disent de venir. Quand vous prenez vos papiers là pour résidence, seulement 1 mois, vous avez fait 2 semaines déjà au niveau de l'immigration, le papier n'est pas sorti. 2 semaines après, vous revenez encore. Et vous payez c'est-à-dire à chaque 2 semaines, vous êtes à l'immigration. À chaque 2 semaines, vous êtes à l'immigration. D'accord. Monsieur Keïta, je sais que j'ai eu à échanger avec des Guinéens de l'Italie qui disaient qu'ils ont eu à se faire recenser depuis le 12 août dernier. Plus de 3 mois maintenant, rien. La question que je vous pose, est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec l'ambassade sur place? Non, c'est différent pour le cas de la Chine. Nous, on peut dire Dieu merci. Je pense que 2 ou 3 lots sont déjà venus. À chaque fois, il y a l'eau vient, l'ambassade de la Chine, l'ambassade de la Guinée, du moins en Chine ici, il envoie la liste. Et si les demandeurs, ceux qui ont demandé, donc je pense que, mais nous, on demande plus de ça. Parce que la Chine ici, surtout en Asie, et il y a trop de Guinéens. Mais ça, c'est le cas des étudiants. Et il y a des commerçants qui, les cas sont plus graves. Il y a les gens même qui risquent d'être, leur situation aujourd'hui, je pense que les délais que les autorités chinoises ont donnés, c'est presque ce mois-là. Donc, ils vont commencer à exclure les gens, surtout les gens qui font des business, qui sont là dans les cadres de commerce et consorts. Et surtout dans la ville de Guangzhou. Et les Guinéens souffrent là-bas énormément. Énormément. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Vraiment que les autorités peuvent essayer de voir ça. Donc, dans ce aspect, quand vous prenez un enfant qui n'a même pas de 2 mois, leurs parents se déplacent d'aller faire son passeport à Beijing et ils se retournent. Ils vont faire le passeport, ils vont demander le passeport. Après 2 ou 3 mois encore, ils vont envoyer le passeport. Les va-et-vient, ça coûte extrêmement cher actuellement, surtout dans les situations de corona. Parce que quand vous partez là-bas, vous allez être dans les hôtels. Et actuellement, et surtout dans les situations là, nous ne sommes pas responsables de corona, mais il y a un peu de ségrégation par rapport à les Noirs. Donc, ce déplacement, de facteurs de déplacement là, dans les autres pays, on ne se déplace pas. Vous êtes chez tout dans ta ville, vous faites des formalités en live et vous envoyez des documents à l'ambassade 2 ou 3 jours, l'ambassade postule votre passeport et dans votre ville respective. D'accord. Monsieur Keïta, nous sommes pris par le temps. En 30 secondes, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des autorités? Et nous demandons les autorités guinéennes de lui penser à notre situation, surtout les étudiants et les commerçants qui sont à Guangzhou. Ils souffrent énormément. Et vraiment voir des autres pays, et le Mali vient, il dit qu'ils n'ont pas de programme de passeport, le Sénégal est consort, mais un Guinéen vient chaque fois, il dit il n'y a plus de confiance. Ceux ou celles qui viennent demander pour dire, voici des situations, il ne le prend pas des gens qui sont sérieux. Donc ça fait mal, vraiment, on voit notre pays en train d'émigrer comme ça avec les autorités. De y penser cette situation, qu'ils ne sont pas là à faire de concurrence avec les autres pays, mais nous voulons vraiment qu'ils considèrent les autres pays, ils doivent considérer notre pays aussi encore, surtout les autorités administratives qui vont en cas de problème des passeports des Guinéens. D'accord. C'est une doléance que nous posons aux autorités guinéennes vraiment de examiner ça minutieusement, surtout au niveau du ministre des Affaires étrangères. On va suivre cela de près. Monsieur Nankouma Keïta, merci de répondre à nos questions. Merci, madame. D'accord. Alors, un dernier sujet avec vous, cabinet, très rapidement. Depuis plusieurs années, des dirigeants africains réclament une meilleure représentativité du continent au sein des instances dirigeantes de l'ONU. Donc, 2 sièges permanents au Conseil de sécurité au nom d'un rééquilibrage démographique.
Sauf que des opposants à cette demande font valoir l'instabilité politique persistante sur le continent. Est-ce vraiment une raison suffisante pour ne pas valider la présence permanente de l'Afrique? Non, c'est pas une raison. Vous savez, ceux qui évoquent ces instabilités-là sont naturellement, ce sont ceux qui ne voudraient pas que l'Afrique ait une place, une voix importante au sein du Conseil permanent plutôt des Nations Unies. Je comprends bien que la question d'instabilité mise en avant pourrait peut-être trouver une meilleure résonance au sein de l'opinion publique internationale. Mais de mon point de vue, ça reste quelque chose à plutôt revoir, parce que c'est important que le continent africain ait plus de voix au sein du système des Nations Unies. Merci cabinet. Docteur, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans cette émission? Que les Nations Unies ont une empreinte assez forte en Guinée, que nous sommes toujours présents pour assister les populations guinéennes dans des domaines extrêmement variés, et que ça sera le cas aussi dans le cadre de la transition, pour faire en sorte que cette transition se passe de la façon le plus apaisée et la meilleure pour la population. Communauté FIM, c'est la fin de Nord-Sud qui recevait sur ce plateau le coordinateur du système des Nations Unies en Guinée, Dr Vincent Martin. Merci de répondre à l'invitation. Merci beaucoup. Cabinet, merci. Toujours un plaisir de faire équipe avec toi. Merci. Aux opérations techniques, Ibrahima Silla, Benjamin Guilavogui, merci à tous. À la semaine prochaine avec un autre leader. Bonsoir.